Je vais vous présenter cette étude réalisée grâce à Madame Buisserier, que je remercie. Pourquoi cette étude? Nous sommes partis de constats cliniques et d'impératifs au sein du service. C'est-à-dire que la chirurgie thoracique, en tout cas le post-opératoire immédiat du patient opéré thoracique, est conditionné par la douleur, l'hypomobilité ventilatoire et motrice, ainsi que l'anticommande bronchique. Une réponse à ce tableau clinique est le protocole de réhabilitation améliorée après chirurgie, dont l'objectif premier est de réduire les complications en fréquence afin de réduire au maximum le temps d'hospitalisation du patient. La démarche est multidisciplinaire et dans cette optique, le kinésithérapeute doit réaliser une évaluation fonctionnelle la plus précoce possible du patient afin de proposer un traitement adapté aux capacités et aux objectifs du patient le plus tôt possible. Cette évaluation fonctionnelle peut se faire à l'aide du test de marche de 6 minutes, largement utilisé et validé en pneumologie. Malheureusement, les conditions de réalisation dictées par l'American Thoracic Society ne sont pas adaptées au contexte clinique du post-opératoire immédiat. On peut parler de l'asepsie, de la présence du pouvoir, de la durée du test, du respect de la douleur et de la fatigabilité du patient, entre autres. De plus, il y a un certain nombre de facteurs intrinsèques à la pathologie qui peuvent représenter un véritable handicap à la réalisation de cette évaluation. Je citais la sédentarité, la désadaptation cardio-respiratoire à l'effort, le déconditionnement musculaire, notamment périphérique, l'encombrement bronchique, le flux ventilatoire obstructif, la distension thoracique, etc. La liste est longue. Enfin, la chirurgie thoracique elle-même peut être un frein par le trouble ventilatoire restrictif qu'elle induit, douleur, hypomobilité, limitation de l'ampliation thoraco-abdominale, mais aussi et surtout la présence de drains, de rebonds, de perfusions, qui sont autant de freins à la mobilité du patient et donc à sa capacité de réalisation d'une évaluation. C'est dans ce contexte que nous nous sommes posé la question de savoir quelle évaluation fonctionnelle serait la plus pertinente à proposer à ces patients. Et notre hypothèse est que le test de levée de chaise est la meilleure réponse. Comment s'est déroulée l'étude? Les patients sont rencontrés dans un service de réanimation en chirurgie thoracique sur prescription médicale de kinésithérapie. C'est tout sexe confondu, tout âge confondu, tout stade de dépression confondu. Ces patients ont subi une opération de chirurgie thoracique d'exérèse pulmonaire moins de 3 jours avant notre rencontre. Tout type d'opération confondue, pour tout type de tumeur confondue. Évidemment, il nous fallait un accord écrit de leur part la participation pour cette étude. Afin de réaliser nos deux tests, il faut que le patient soit capable de se lever et de marcher. Il y a un certain nombre de critères de conclusion, notamment la présence de drains aspiratifs. Nous aurions pu nous aider de rallonge, mais il représente autant de pertes délétères pour le patient. Enfin, l'étude s'arrête pour ces patients n'importe quand, à leur demande ou sur présentation d'un des critères d'exclusion. Cette étude clinique se commence par une séance de kinésithérapie mobilisatrice et respiratoire afin de limiter obstruction et restriction, qui sont des freins à la mobilité. Après 10 minutes de repos, le patient réalise le premier test tiré au sort, séparé du suivant par 1 heure de repos. L'évaluation de l'intensité de la douleur exprimée par le patient est réalisée par auto-évaluation à l'aide d'échelles visuelles analogiques avant et après chacun des deux tests afin de déterminer s'il y a augmentation ou diminution de cette douleur. Le critère de jugement principal est évidemment la réalisation de ces deux tests.
Les critères de jugement secondaire sont les performances au test, distance de marche et nombre de répétitions, et intensité de la douleur. La réalisation du test de marche s'approche le plus possible des conditions dictées par l'American Thoracic Society. Le patient marche dans un couloir du service de 30 mètres, marqué tous les 3 mètres. Il pousse devant lui le fauteuil de sa chambre, dans lequel se trouve une bouteille d'oxygène supplémentaire si nécessaire, ainsi que le moniteur en mode complet. Le test de levée de chaise, lui, respecte les modalités d'études proposées par Rosa, Belli et Meriem. Le patient doit passer d'une position de départ assise à une position debout et répéter autant de répétitions qu'il peut en 1 minute. Durant ces 2 tests, le patient réalise autant de pauses qu'il le souhaite et éclairage, chaussage et sol sont les mêmes. Quels sont les résultats de cette étude? Je vous présente ici le diagramme de flux ainsi que les caractéristiques principales de l'échantillon d'étude. Tous les résultats des tableaux sont sous cette forme. J'attire tout de suite votre attention sur le fait que 8 patients ont été exclus pour incapacité à réaliser au moins l'un des 2 tests, et je vous précise tout de suite que c'était exclusivement durant le test de marche, soit 30% de l'effectif éligible. De plus, avec 2 hommes pour une femme, une moyenne d'âge de 64 ans et un IMC moyen de 27 kg par mètre carré, l'échantillon est représentatif de l'épidémiologie de la pathologie. Les performances et tests. En moyenne, 7 répétitions en 1 minute et 97 mètres parcourus en 6 minutes. La corrélation entre ces 2 tests est illustrée graphiquement ici et elle se retrouve statistiquement par un coefficient de corrélation de Rank de Spearman positif et significatif. Les 2 tests sont donc fortement corrélés. Pour ce qui est de l'augmentation de l'intensité de la douleur, elle est de 1 point après réalisation du test de levée de chaise et 1,5 point après réalisation du test de marche. Ces 2 augmentations sont statistiquement significatives. Malheureusement, elles ne sont pas significativement différentes l'une de l'autre. Nous pouvons donc affirmer que ces 2 tests sont douloureux, mais le test de levée de chaise n'est pas moins. Par rapport à la littérature, un certain nombre d'études s'intéressent à cette étude de corrélation entre les 2 tests. Nous avons comparé nos résultats, même si les populations ne sont pas tout à fait identiques, puisqu'elles sont systématiquement réalisées sur des patients atteints de PPCO en état stable. Nos performances moyennes, les performances moyennes de l'échantillon d'études sont bien en dessous des valeurs de la littérature. Et la pente de corrélation est également plus faible. Le fait que je sois observateur unique dans cette étude est le biais principal, suivi de la taille de l'échantillon, 11 patients, mais comme nous l'avons vu, les critères d'inclusion et d'exclusion ont permis de recruter un échantillon représentatif de l'épidémiologie. Les délais de réponse du comité de protection des personnes que nous avons contactés étant supérieurs à 3 mois, nous n'avons pas pu attendre d'avoir une réponse positive de leur part. Il est essentiel de préciser que l'éthique a été formellement respectée puisque l'intégralité de ce qui a été demandé au patient lui est demandé dans le cadre de sa prise en charge habituelle dans le service et tout ce qui lui est proposé habituellement lui a aussi été proposé. La réalisation de cette étude a soulevé différentes problématiques. Effectivement, si l'augmentation de l'intensité de la douleur n'est pas significativement plus importante après le test de marche, c'est ce que semble indiquer la tendance. De plus, l'intégralité des patients qui ont demandé l'arrêt ou qui ont été incapables de réaliser l'un des 2 tests l'ont été pendant le test de marche. Il semble pertinent de proposer une évaluation de la douleur plus fine, s'intéressant à d'autres paramètres que l'intensité. Il semble également pertinent de proposer un test intermédiaire entre le test de levée de chaise et le test de marche, 2 étapes distinctes du protocole de RAC, tel que le test de Stepper. Enfin, il semble pertinent de comparer les valeurs obtenues au test de levée de chaise à des valeurs que l'on observerait en préopératoire
afin de déceler des difficultés ou retards au protocole de RAC le plus précocement possible. En conclusion, le test d'acide au bout d'une minute, test de Velchez, est corrélé au test de marche de 6 minutes chez le patient atteint de BPCO en post-opératoire immédiat d'exérèse pulmonaire. C'est une évaluation fonctionnelle réalisable plus précocement, un indicateur pertinent des capacités fonctionnelles du patient. S'il n'est pas statistiquement moins douloureux, il est plus facilement réalisable, car pratiqué directement dans la chambre, il est plus facilement réalisé, tous les patients ici ont été capables de le faire, et permet l'inclusion de patients présentant un frein inspiratif, ce qui est généralement le cas durant les 3 premiers jours en post-opératoire. Le test d'acide au bout d'une minute est donc une alternative au test de marche de 6 minutes pour l'évaluation fonctionnelle précoce du patient, permettant au kinésithérapeute de débuter un traitement adapté aux capacités fonctionnelles et aux objectifs du patient, et ce le plus tôt possible, s'inscrivant dans le protocole